L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de la présidente de la République fédérative du Brésil, Madame Dilma Rousseff. Et je prie le fonctionnaire du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à Madame Dilma Rousseff, présidente de la République fédérative du Brésil. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Senhor Morgens Liketoft. Excellence, Monsieur Mogens Liketoft, président de la 70e session de l'Assemblée générale, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs. C'est un privilège que de prendre la parole cette année devant l'Assemblée générale alors que les Nations unies célèbrent leur 70e anniversaire. Mes premiers mots, Monsieur le Président, seront des mots visant à vous féliciter pour votre nomination à la présidence de cette Assemblée. Et je voudrais réitérer que le Brésil s'efforcera d'appuyer vos efforts afin d'adopter des mesures visant à renforcer les activités de l'organisation en faveur du développement. 70 années se sont écoulées depuis la conférence de San Francisco. À cette occasion, la communauté internationale s'était efforcée d'œuvrer en faveur d'un monde basé sur le droit international, un monde fondé sur le règlement pacifique des conflits. Depuis lors, nous avons connu des progrès, nous avons aussi connu des revers. Le processus de décolonisation a évolué de façon remarquable, comme nous pouvons le voir de par la composition même de cette Assemblée. Depuis, les Nations unies ont étendu leurs initiatives, incluant notamment le programme pour le développement à l'horizon 2030 et les objectifs de développement durable. En d'autres termes, pour y inclure des thèmes tels que l'environnement, l'élimination de la pauvreté, le développement social et l'accès à des services de qualité. Des thèmes tels que les difficultés de l'urbanisation, les femmes, les enfants et les questions raciales sont devenues une priorité. L'organisation, cependant, n'a pas connu les mêmes succès pour ce qui est de la sécurité collective. Un thème présent à l'origine de l'organisation qui reste au cœur de ses priorités également. La prolifération des conflits régionaux au potentiel très destructeur, ainsi que la propagation du terrorisme qui tue femmes, enfants, hommes, qui détruit notre patrimoine commun et cause le déplacement de millions de populations de leur communauté, démontrent que les Nations unies ont à présent un défi de taille à relever. On ne peut rester oisif devant les actes barbares commis par ceux qui s'appellent État islamique et autres groupes associés. Dans une grande mesure, cette situation explique la crise des réfugiés auxquels l'humanité est confrontée à présent. Une grande partie des hommes, des femmes, des enfants qui entament le voyage périlleux par-delà les eaux de la Méditerranée et qui arpentent péniblement les routes d'Europe viennent précisément du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Ils viennent de pays dans lesquels les institutions de l'État ont été déstabilisées par des actions militaires contraires au droit international, ouvrant par là même une brèche à la prolifération du terrorisme.
Le sentiment d'indignation profonde causé par la photo d'un petit garçon syrien mort sur les plages de Turquie et par la nouvelle que 71 personnes étaient mortes étouffées dans un camion en Autriche, cette indignation doit à présent se transformer en acte de solidarité. Dans un monde dans lequel les marchandises, les capitaux, les données, les idées circulent librement, il serait absurde d'empêcher la libre circulation des personnes. Le Brésil est un pays d'accueil, un pays qui, au final, est formé de réfugiés. Nous avons accueilli des hommes, des femmes du monde entier. Depuis plus d'un siècle, nous avons offert notre accueil à des millions de personnes. Nous accueillons les réfugiés à bras ouverts. Nous sommes une nation multiethnique. Nous sommes un pays multiethnique dans lequel les différences coexistent. Et nous connaissons l'importance de la différence qui, au final, nous rend plus diversifiés, plus riches au niveau social et au niveau culturel, ainsi qu'au niveau économique. Monsieur le Président, la toile de fond bien sombre que je viens de décrire implique que nous réfléchissions quant à l'avenir de notre organisation et que nous agissions de façon décisive et rapide. Nous avons besoin d'une organisation des Nations Unies à même de promouvoir la paix internationale durable, une organisation à même de réagir efficacement et rapidement à toutes les situations de crise régionale et de réagir contre tout acte commis contre l'humanité. On ne peut, par exemple, plus retarder la création d'un État palestinien qui coexisterait dans la paix et l'harmonie avec Israël. De même, nous ne pouvons plus tolérer l'élargissement des activités de peuplement dans les territoires occupés. Cela n'est pas acceptable. Afin de donner aux Nations Unies le rôle central qui leur revient, il est absolument essentiel de procéder à une réforme en profondeur de ces structures. Le Conseil de sécurité doit être élargi, aussi bien dans la catégorie permanent que non permanent, afin d'en faire un conseil plus représentatif, plus légitime, plus efficace. La majorité des États membres ne souhaitent pas que l'on retarde indéfiniment une décision à ce sujet. Et nous espérons donc que la session que nous entamons aujourd'hui entrera dans l'histoire en tant que tournant dans le destin des Nations Unies. Nous espérons que cette session nous donnera des résultats concrets dans le long processus resté sans résultat jusqu'à présent de réforme de l'organisation. Notre région où règne la démocratie et la paix se félicite de la reprise des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, un événement qui met fin à un différend datant de la guerre froide. Nous espérons que ce processus s'achèvera par la levée de l'embargo contre Cuba. Nous nous félicitons également de l'accord atteint récemment avec l'Iran. Nous nous félicitons de cet accord atteint avec l'Iran qui permettra à ce pays de développer une énergie nucléaire à des fins pacifiques et rendra à toute la région l'espoir de la paix. Avec les pays du BRICS, nous avons lancé une nouvelle banque de développement qui permettra l'intensification des activités économiques et des investissements et nous permettra d'atteindre les objectifs du développement durable. Monsieur le Président, le programme de développement à l'horizon 2030 décrit l'avenir que nous voulons. Les 17 objectifs de développement durable réaffirment les principes de base de la conférence Rio+20 et réaffirment qu'il est possible de connaître la croissance tout en assurant l'inclusion, en préservant et en protégeant. Ces objectifs s'accompagnent de cibles universelles
et insiste sur la nécessité de coopération entre les peuples, nous ouvre la voie commune pour l'humanité. Il s'agit d'un programme de développement qui nécessite une solidarité mondiale, la détermination de tout un chacun et un engagement à lutter contre le changement climatique, à surmonter la pauvreté extrême tout en créant des possibilités et des chances pour tous. À Paris, en décembre, nous devrons faire en sorte de renforcer la Convention pour le climat en s'assurant d'appliquer ces dispositions et de respecter ces principes. Les engagements endossés à Paris devront être ambitieux et devront inclure un appui financier et technologique aux pays en développement et aux petits États insulaires, conformément aux principes de responsabilité commune mais différenciée. Le Brésil déploie des efforts de taille pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sans pour autant porter atteinte à notre développement. Nous continuons de diversifier les sources renouvelables dans notre bouquet énergétique, l'un des bouquets les plus propres du monde. Nous investissons également dans une agriculture à faible émission de carbone. Nous avons réduit la déforestation dans la région de l'Amazonie de 82%. C'est un sentiment d'ambition qui continuera de nous guider dans nos actions. J'ai annoncé hier, ici même aux Nations Unies, notre contribution prévue, déterminée au niveau national. La contribution du Brésil sera de réduire de 43% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à l'année de référence de 2005. Au cours de cette même période, le Brésil a l'intention de mettre fin à la déforestation illégale, de reboiser 12 millions d'hectares, de récupérer 15 millions d'hectares de pâturage et d'intégrer 5 millions d'hectares de terres pour les forêts et les cultures. Dans un monde dans lequel la part des énergies renouvelables n'est que de 13% dans le bouquet énergétique total, nous avons l'intention, pour notre part, d'assurer une proportion de 45% des sources renouvelables dans notre mix énergétique. Et nous viserons à atteindre 66% d'énergie hydraulique dans la production d'électricité et une part de 23% de sources renouvelables, biomasse, énergie solaire, énergie éolienne dans notre production électrique. Il s'agit également d'une augmentation de 10% du taux d'efficacité électrique et une proportion de 16% de carburant éthanol et autres sources énergétiques issues du sucre de canne dans notre bouquet énergétique. Le Brésil sera ainsi en mesure de contribuer aux efforts mondiaux afin de respecter les recommandations du GIEC, qui a fixé une limite de 2 degrés, pas plus, de réchauffement pour ce siècle. Le Brésil est l'un des rares pays en développement à s'engager envers des objectifs aussi absolus en termes de réduction des émissions. Notre contribution prévue déterminée au niveau national contribuera à préserver l'environnement et réduira les risques liés aux effets négatifs du changement climatique pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Et nous mettrons également l'accent sur les droits des travailleurs, les questions liées aux femmes, les populations autochtones, les anciennes populations d'esclaves et les communautés traditionnelles. Nous reconnaissons l'importance de la coopération sud-sud dans les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. Je voudrais insister sur le fait que depuis 2003, des politiques sociales ainsi que les transferts monétaires assortis de conditions qui ont été mis en place ont permis de sortir de la pauvreté extrême 36 millions de Brésiliens. L'année dernière, le Brésil a été enlevé de la carte du monde dressée en fonction de la faim. Il s'agit d'un témoignage de l'efficacité de notre politique fin zéro. Dans cette transition vers une économie à faible émission de carbone, nous pensons qu'il est important d'assurer des conditions de travail dignes et justes et sûres pour les travailleurs. Le développement durable impliquera de promouvoir le travail décent et la création d'emplois de qualité pour tous.
Les efforts visant à éliminer la pauvreté et à promouvoir le développement doivent être des efforts collectifs, mondiaux. Dans mon pays, nous savons parfaitement que mettre fin à la pauvreté extrême, ce n'est que le début d'un long voyage. Monsieur le Président, depuis 6 ans, nous nous sommes efforcés de contrer l'impact de la crise mondiale qui a touché le monde développé et nous avons essayé d'empêcher que cette crise ne déstabilise notre économie, notre société. Nous avons adopté un ensemble de mesures, diminution des taxes, élargissement du crédit, renforcement des investissements. Et nous avons accru également les salaires au cours de cette période. Cependant, pour diverses raisons budgétaires et autres, ainsi que pour des raisons extérieures, ces efforts ont été entravés et la relance lente au niveau mondial a également eu un impact sur notre croissance. La dévaluation des devises, les pressions liées à la récession ont mené à une inflation et à une réduction des recettes fiscales, menant à une diminution des financements publics. Cependant, étant donné la situation actuelle, nous sommes en train de rééquilibrer notre budget et nous avons décidé de procéder à une réduction des dépenses publiques et de certains investissements. Nous avons également réaligné les prix. Nous sommes en train d'adopter des mesures de réduction permanente des dépenses, des réductions drastiques des dépenses. Autant d'initiatives qui visent à réorganiser notre situation budgétaire et diminuer l'inflation afin de conférer stabilité macroéconomique au pays, accroître la confiance dans notre économie et permettre une reprise de la croissance économique en permettant une redistribution des revenus. L'économie brésilienne est aujourd'hui plus forte, plus solide, plus résistante qu'il y a quelques années. Nous sommes à présent capables de surmonter les écueils et d'avancer dans la voie du développement. Nous en sommes à une phase de transition pour passer à un nouveau cycle d'expansion économique plus durable et plus solide, plus profond. Outre ces mesures fiscales et financières et appui à l'exportation, nous avons adopté d'autres mesures favorisant les investissements dans l'infrastructure et l'énergie. Le processus d'inclusion sociale au Brésil n'a pas été interrompu pour autant. Nous espérons que le contrôle de l'inflation et la reprise de la croissance économique et du crédit contribueront par la suite à accroître la consommation des ménages. Il s'agit d'autant de base d'un nouveau développement qui se basera sur une productivité accrue et sur des possibilités d'investissement accrues pour les entreprises, menant également à la création d'emplois pour nos citoyens. Mesdames et messieurs, au fil des ans, ces diverses réalisations se sont accompagnées d'une consolidation de notre démocratie. Grâce à un système juridique efficace, grâce aux forces de nos institutions démocratiques, le fonctionnement de notre État a été bien surveillé de façon impartiale par le pouvoir judiciaire et toutes les branches et institutions publiques afin de ne pas permettre la corruption et afin de mener l'enquête et de punir en cas d'inconduite et de crime. La démocratie brésilienne en est devenue plus forte lorsque les autorités reconnaissent les limites imposées par la loi en tant que leurs propres limites. Les Brésiliens veulent un pays dans lequel la loi représente la limite. Nombreux sont ceux qui se sont battus pour cela précisément lorsque les droits et les lois étaient violés par la dictature militaire. Nous voulons un pays dans lequel les dirigeants se comporteront scrupuleusement conformément à leurs obligations sans s'adonner à l'excès, un pays dans lequel les juges pourront juger en toute liberté et impartialité sans aucune pression, sans aucune passion politique, sans compromettre la présomption d'innocence de tout citoyen. Nous voulons un pays dans lequel
Les échanges d'idées auront lieu de façon civilisée, dans le plein respect. Nous voulons un pays dans lequel la liberté de la presse est pierre d'angle de la liberté d'expression, un droit pour tous les Brésiliens. Des sanctions au titre de la loi s'appliqueront à tous ceux qui commettent des actes illégaux en tenant compte de tous les principes de défense et de bonne procédure. Voilà quels sont les fondements de la démocratie. Et je voudrais citer un de mes amis, ancien président de l'Uruguay, José Mujica. Il a dit « Cette démocratie n'est pas parfaite parce que nous ne sommes pas parfaits. Cependant, nous devons la défendre afin de l'améliorer et non pas de l'enterrer. » Je voudrais réaffirmer que le Brésil s'efforcera d'avancer sur cette voie démocratique et n'abandonnera jamais les gains pour lesquels nous nous sommes si chèrement battus. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour réitérer que le Brésil est prêt à accueillir les citoyens du monde entier à bras ouverts pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2016 qui auront lieu à Rio de Janeiro. Nous serons heureux de vous accueillir. Ce sera pour nous une chance unique de promouvoir le sport en tant qu'outil de paix, d'inclusion sociale et de tolérance dans notre lutte contre la discrimination ethnique, raciale et discrimination en fonction du sexe. Ce sera également la possibilité pour nous de faire valoir les droits et l'inclusion des personnes handicapées, l'une des priorités de mon gouvernement. En guise de conclusion, je voudrais dire qu'il y a quelques jours, ici même, au siège des Nations Unies, la fresque murale « Guerre et paix » a à nouveau été présentée au public. Œuvre de Candido Portinari, artiste brésilien, et œuvre qui avait été offerte à l'organisation en 1957. S'il s'agit d'une œuvre d'art qui dénonce la violence et la pauvreté et qui exhorte les peuples du monde à faire preuve de tolérance et de compréhension. Il s'agit là d'un symbole qui représente la responsabilité des Nations Unies à promouvoir la paix et empêcher les conflits armés, à promouvoir la justice sociale et éliminer la faim et la pauvreté. Portinari disait souvent qu'il ne peut y avoir de grandes œuvres d'art à laquelle les individus ne puissent s'identifier. Il s'agit d'un message qui reste tout à fait valide dans ces fresques murales. Elles font référence non seulement aux victimes des guerres, mais également aux réfugiés qui risquent leur vie sur des embarcations fragiles. Elles représentent toutes ces personnes anonymes qui se tournent vers les Nations Unies pour en obtenir protection et bien-être. Nous espérons qu'alors que vous entrez au sein des Nations Unies, lorsque vous verrez dans l'entrée ces fresques murales, vous pourrez entendre les voix de ces peuples, les voix de ceux que nous représentons, et que vous travaillerez dur pour répondre à leurs appels de paix et de progrès. Après tout, il s'agit là précisément des idéaux qui étaient présents il y a 70 ans lors de la création de l'Organisation des Nations Unies, qui est l'une des plus grandes réalisations de l'humanité. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous.